Bonjour, alors là aujourd'hui, la maîtresse n'étant pas là, on va voir si la petite Cadelle vient réclamer son dû. Il me semblait bien qu'hier, j'avais pas été averti, mais hier elle réclamait. Bah oui, parce qu'elle est toute seule en ce moment. Bah voilà, ah bah elle attend, hein. Eh oui, hein. On va voir sa gamelle. Oui, elle est là, c'est bon. Mais oui, hein. Elle est toute seule. Allez, c'est parti. Ah. Eh oui, hein. Voilà. Oh là, téléphone qui se barre. Bon bah voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien à dire. Ça y est, ça miaule plus. Voilà, elles sont dues. Donc, voilà. Bon allez, c'est parti pour nous. Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 octobre, demain le 4 octobre la Saint-François, Saint-François d'Assise, mon saint patron. Ah, je dis pas ça pour que vous me souhaitiez la fête. D'ailleurs, c'est marrant parce que la fête ne se souhaite pas chez nous, on n'avait pas cette habitude. L'anniversaire un peu, mais c'est pas trop dans la tradition familiale. Oui. Alors, temps un peu maussade, toujours c'est octobre, c'est un temps d'octobre, donc il n'y a rien à dire, c'est pas hyper froid, c'est humide, c'est la Seine-et-Marne, c'est très humide la Seine-et-Marne. Alors je regarde des fois vous savez, je regarde les méthodes alternatives quand même, puisque ça m'intéresse étant donné que je suis concerné. Je regarde quand même, jette un œil à droite, à gauche, et je regardais le professeur Schwartz à Paris. Alors lui, il a mis en place des protocoles de métabloquants, il parle du bleu de méthylène, et j'ai vu un monsieur qui a sur plusieurs années, qui a pris note il a fait ça sérieusement. Il a suivi un protocole de soins, un régime avec énormément de compléments alimentaires. Il s'est inspiré du protocole du docteur Schwartz, je ne sais pas si je viens de le prononcer. Et évidemment, ça lui a coûté une blinde, parce que il a fait un relevé de ses PSA régulièrement, et il était testé, enfin, il a fait vraiment les choses presque, enfin, tel il développe exactement son programme sur plusieurs années, avec un suivi régulier, avec les doses qu'il prenait de chaque chose, de vitamines, de produits qui sont recommandés par ce médecin. Il a pris du bleu de méthylène en capsule. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il aurait réussi à stabiliser son... Enfin, vu qu'il était âgé, voilà, on ne sait pas si c'est dû à
à ces produits qu'il a ingérés ou simplement dû à son âge qui fait que les cellules ne prolifèrent pas, les cellules cancéreuses. On ne sait jamais, c'est très compliqué d'aborder ces questions parce que c'est à chaque fois un cas individuel dont il faut... on ne peut pas généraliser à partir de ce que fait une personne, comme je vous disais hier. Les éléments sont multifactoriels concernant la guérison, si guérison il y a. Et donc, évidemment, on a une mentalité on a une mentalité, nous occidentaux, de prendre la maladie, si vous voulez, sous un angle très rationnel. Et on approche la maladie toujours d'un point de vue... on aime faire des fichiers Excel et c'est répertorier un peu les différents cas et tout. Et puis on s'aperçoit qu'au bout d'un temps, c'est l'art de la médecine, c'est d'adapter une médication en fonction de son patient, évidemment. Donc ça nécessite un suivi personnel. Et c'est pour ça que s'inspirer des exemples des autres, c'est intéressant pour l'ouverture d'esprit, pour explorer d'autres voies, pour en tous les cas être attentif à ce qui se fait. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas suivre ce qu'un autre a suivi, parce que ça sera différent. Votre corps réagira différemment. Il y aura d'autres facteurs qui rentreront en compte. Et c'est très, très, très difficile de proposer une solution, en fait. Mais en tous les cas, je suis attentif. Toujours, je suis attentif. Je regarde, je m'intéresse. Parfois, je laisse tomber. Je me dis, bon, ça me fatigue tout ça. Puis de temps en temps, on est tous un peu comme ça. Hein. Je m'aperçois que tous ceux qui ont un cancer, ils sont... de temps en temps, ils laissent un peu tomber toutes ces théories alternatives. Et puis d'un seul coup, ces personnes-là rejettent un œil. Et puis se questionnent. Enfin, c'est logique, hein. Mais parfois, à force de chercher, on entretient une angoisse, ce qui est peut-être pas bon non plus sur le plan moral ou le plan psychologique. Ah, c'est quand même c'est quand même étonnant qu'on soit sujet à être aussi vulnérable. Le corps est vulnérable. Et on a tous des vulnérabilités. Et on ne peut pas trouver l'équilibre, je dirais l'équilibre parfait. Dans tous les domaines, il y a toujours quelque chose qui pêche en nous. Il y a toujours un truc trop ou pas assez. Vous savez, c'est tellement multifactoriel, comme je vous disais tout à l'heure, que on est toujours... Il y a une manière de gérer des situations qui est bonne, une manière qui est mauvaise, et la mauvaise manière de gérer la situation va engendrer chez vous une faiblesse qui va se transformer en maladie. Moi, je pense que j'ai été comment dire, massacré depuis le décès de ma mère. C'est-à-dire, j'ai trinqué, j'ai pris énormément sur moi. C'était un passage extrêmement difficile. Et je me suis retrouvé assez seul pendant cette période-là. Je me suis retrouvé assez seul et j'avais pas de contrepartie affective. Mon père, qui est resté suite au décès, a été dur à gérer, très très dur.
Et j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas remettre ça. Et tout ça alimentait mon angoisse, alimentait presque une dépression quasiment. Pas tout à fait, mais presque. C'est-à-dire, je ne voyais pas d'issue, je ne voyais pas de solution. Et la situation, tous les jours, j'avais une mauvaise nouvelle, tous les jours, ça a duré pendant 2 ans. Et donc je pense que ça a joué sur mon état de santé. Je pense que ça m'a affaibli. Et on a beau, vous savez, dans ces moments-là, on a beau vous donner des conseils, on a beau vous dire ah, tu devrais prendre de la distance, tu devrais lâcher prise, enfin tous ces mots faciles à dire quand on n'est pas concerné. Eh bien, vous ne pouvez pas forcer, vous pouvez pas. Quand vous êtes pris comme ça, comme dans une nasse, vous ne pouvez pas. C'est profond, c'est quelque chose en vous de très, très enraciné. C'est une blessure profonde, une blessure très enracinée. Et il faut le temps qu'elle cicatrise. Vous savez, dernièrement, je me suis fait retirer une dent. Si, là, eh bien, ça fait mal, ça fait très mal. Et il faut le temps que ça cicatrise. Et je vois que toujours mal. Et c'est du temps. Et bien là, c'est pareil. Et donc, c'est vrai que ça déclenche, on somatise. On somatise. Et je trouve que dans notre société, on a beaucoup de maladies, on a tous on est tous plus ou moins affectés par des expériences de ce genre-là, c'est-à-dire des maladies, parce que dans nos vies, on a dû supporter, on a dû parfois, on a dû vivre des situations exceptionnelles, exceptionnellement dures sur le plan psychologique. Et comme on est dans une société individuelle où il y a une solitude, il n'y a pas le réconfort du collectif. C'est ça qu'il faut bien voir. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais dans notre société, on est trop protégé, d'une certaine manière, on n'a pas été confronté comme nos parents ou comme nos grands-parents à des guerres, à des conflits majeurs, à des traumatismes réels que sont les guerres et tout ça. Mais le mal est d'une autre nature. C'est-à-dire que étant donné qu'aujourd'hui, la souffrance morale, psychologique est reconnue, mais pas tant que ça, eh bien, on a accordé beaucoup à la souffrance physique. Le physique, c'est ce qui se voit, la blessure, le sang, vous voyez. Mais la blessure morale, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et donc, on a tendance à nier, alors qu'elle est réelle. Et qu'elle est beaucoup plus réelle qu'on ne croit. Et elle se manifeste après matériellement par l'expression du corps, c'est-à-dire le corps finit par engendrer un dérèglement, certainement dû à une blessure morale profonde. Et si vous voulez, moi je ne peux pas comparer les époques, je peux que comparer les époques que j'ai connues. Celles que je n'ai pas connues, je ne peux rien dire. Ce que je sais, c'est que il y avait vraiment, les familles étaient plus unies, le collectif était plus important, même du temps où j'étais plus jeune. Il y avait un collectif, vraiment. Il y avait vraiment une forme ça existait encore, en tous les cas, dans les années 70 que j'ai connues. Il y avait encore ça, je sentais qu'il y avait encore ça. Et puis progressivement, on s'est endurci de ce côté-là, et on a vécu chacun dans notre sphère, et on s'est individualisé. Donc du coup, quand on est face à une difficulté ou une épreuve, il n'y a pas le soutien du collectif. Et on est donc seul. Et cette solitude est une véritable épreuve parce que on n'a pas une contrepartie, je dirais, affective, humaine, qui soutient la période, qui nous soutient pendant la période qu'on doit traverser, période difficile. Et je crois qu'il y a une clé là de ce monde dur. Et puis ce monde qu'on a aujourd'hui, ce monde est dur. C'est-à-dire que
qu'on voit les visages sont devenus durs hein, chez les gens. Autrefois, les visages n'étaient pas durs comme ça. Les visages étaient beaucoup plus pacifiques, plus tendres. Aujourd'hui, on a on a des interactions, je vois, avec les humains qui sont dures. Et puis beaucoup de fausseté, on est beaucoup moins authentique. On joue tous des rôles, on a comme tous des avatars. Ça aussi, ça fait partie des évolutions contemporaines. Du coup, je pense qu'on a certainement regardé la mort, on la vit d'une manière plus... On la vit comme si elle n'existait pas, on n'anticipe pas, et il y a quelque chose de brutal qui vous arrive dessus. Et c'est à chaque fois un cataclysme quand ça vous arrive, parce qu'elle n'est pas intégrée dans notre vie collective, elle n'est pas intégrée dans notre vie humaine. C'est ce que je dis toujours. Autrefois, on voyait les enterrements, on voyait passer l'église sonnait pour l'enterrement. Maintenant, il y a, je sais pas, les gens, on n'entend plus ça. Évidemment, ça s'est désacralisé et il y a une forme de profanation. Enfin, c'est pas une profanation, ça s'est désacralisé l'espace dans lequel on est, et du coup, on est dans un espace profane et qui n'a plus de relation avec le spirituel, qui n'a plus de relation avec l'au-delà et qui n'a plus de relation avec la mort. Et ça se ressent. Ce qui fait que quand vous avez vous-même, quand vous êtes confronté à une épreuve de ce type-là, vous n'avez pas des éléments qui vous soutiennent. Il n'y a rien. Et donc vous êtes seul. Et c'est dans cette solitude qu'il faut aller puiser en soi la force de ne pas tomber, de ne pas vous-même vous effondrer. Et c'est là qu'on puise en soi tout ce qu'on peut. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'échappatoire. Et dans ces moments-là, on tire, et puis le corps, à un moment donné, il lâche, certainement. Et ça crée des fois des maladies. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages d'enfants qui ont eu à s'occuper de leurs parents, qui ont vraiment se sont dévoués. Parfois des enfants uniques, mais pas toujours. Et puis, il y a eu un tel investissement pour aider leurs parents que ils sont devenus, ensuite ils ont déclaré, après le décès de leurs parents, ils ont eu une maladie, un cancer ou des choses comme ça. Ça, j'ai eu des témoignages dans ce sens-là. Et donc, c'est clair que c'est pas neutre. C'est pas neutre. De toute façon, il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de mystère. Hein. Comme on est dans un monde dur, comme on est dans un monde, mais vraiment dur, hein, où il y a des confrontations, beaucoup de confrontations, beaucoup de rivalités. On est vraiment dans un monde matérialisé enfin le monde de la matière, qui engage les gens dans une compétition ou dans une frénésie qui conduit à une agressivité. Vous n'avez plus beaucoup d'espace où vous pouvez baigner dans un contexte clément, dans un contexte gentil, agréable. Là où j'ai ressenti un jour de la gentillesse, beaucoup, un espace où il y avait énormément de bonté, c'était un centre pour handicapés. Il y avait ça où j'étais à Plessis-Robinson. Il y avait un centre d'handicapés comme ça, qui travaillaient dans de la blanchisserie, puis on allait chez eux pour leur confier un drap ou une couette ou des choses comme ça. Et là, j'avais été déposer quelque chose, et il y avait
il n'y avait que des sourires. Je m'étais dit, mais alors c'était des jeunes, ou moins jeunes, des adultes et des jeunes aussi, qui avaient un handicap, c'était plus un handicap mental que physique, mais il y avait vraiment une joie, même une joie de vivre, et une gentillesse, beaucoup de gentillesse, beaucoup de sourires. J'avais été comme noyé de sourires. Mais c'était le monde. Alors après, j'ai compris, je me suis dit, je comprends pourquoi il y a des moniteurs ou des gens qui se consacrent aux handicapés, parce qu'ils ont une contrepartie qu'on n'a pas nous. Ils ont ça. Je comprends maintenant pourquoi certains aiment travailler dans ce secteur-là. Parce qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que ça aide énormément. La bienveillance, ça aide énormément. Des regards bienveillants, des interactions bienveillantes, ça aide énormément. C'est très important. Très important pour se guérir mutuellement. Pour celui qui donne et pour celui qui reçoit, il y a une interaction, je dirais, qui est positive. Et donc, notre monde transhumanisme ne veut plus de ça. Hier, chez les gens chez qui j'ai visité une maison, ils ont installé un appareil, et quand vous parlez dedans, il fait tout ce que vous lui dites. Il y a une interaction entre l'appareil et entre la machine et la personne. Vous lui commandez d'ouvrir les volets, elle ouvre les volets. Vous lui commandez d'ouvrir telle lumière dans telle pièce, elle s'exécute. Vous lui dites comment vous allez, elle vous répond je vais très bien. Il y a Amazon qui fait un appareil comme ça. Il y en a d'autres, Google aussi je crois. Et donc c'est une machine que vous introduisez dans votre maison et avec laquelle vous allez dialoguer. Donc il y a déjà, on est déjà dans une forme de science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a déjà une interaction choisie entre l'homme et la machine. Et ça va progressivement se diffuser, se multiplier et devenir, ça s'appelle la domotique dans les maisons, c'est-à-dire que vous allez communiquer avec des appareils, des machines. Et vous allez communiquer avec des machines et cette communication que vous allez, cette interaction que vous allez, avec laquelle vous allez vous familiariser, eh bien, va également se manifester entre humains. C'est-à-dire que les humains vont communiquer entre eux comme ils communiquent avec leurs machines. Et c'est comme ça que globalement, progressivement, on glisse dans le transhumanisme. C'est-à-dire une forme d'éradication de l'âme au profit d'une forme de vide sidéral, une forme de société mécanique, sans âme, sans émotion, sans aucune couleur émotive, et elle va ça va devenir sec, ça va devenir des relations très sèches, très pauvres aussi, très très pauvres, parce que l'homme n'aura plus cette faculté de dialoguer. Vous savez, on parle des gauchistes, on parle des sectaires, mais il n'y a pas que les gauchistes qui sont sectaires. Je vois des fois chez certains catholiques un côté sectaire, mais ce côté sectaire, ce côté, comment dire, où la relation n'est plus possible, c'est-à-dire le dialogue, la confrontation d'idées, la dialectique, en tous les cas une relation où on confronte, mais pas dans l'adversité, mais on confronte des opinions, elle n'est plus possible dans une société mécanisée, où l'homme est familiarisé avec une machine et l'homme veut que la machine exécute ses désirs. Et on veut que tout le monde pense comme soi. On n'a plus, si vous voulez, cette possibilité, cette faculté d'échanger pour mieux comprendre, pour évoluer, pour transformer, pour s'améliorer. On est persuadé de détenir une vérité et chacun détient sa vérité. Ça, c'est terrible parce que ça fait une société incapable de communiquer. Et il va y avoir des cases comme ça dans la société où vous avez carrément des castes
qui pourront plus communiquer les unes avec les autres. On le sent, on le voit, les différentes strates de la société où la communication est devenue impossible. Même le langage, le vocabulaire, parfois n'est plus le même. On le voit entre les banlieues et les jeunes de banlieue et les Français de souche. Ils ont un vocabulaire différent. On le voit entre les bobos et les ruraux. Ils n'ont plus le même vocabulaire. On le voit dans l'élocution, dans la manière de parler vite, de s'exprimer vite. Tout ça, on le note. Et c'est comme des frontières qui s'élaborent progressivement pour justement empêcher la convivialité et la qualité relationnelle entre humains. Et donc, on peut penser que cette évolution-là va rendre évidemment notre vie plus rude, mais ça va se manifester comment? Ça va se manifester par un mal-être, c'est obligé, par des maladies, par des séquences très difficiles sur le plan psychologique, puisqu'il y a plus ce bain chaleureux et bienfaisant qui est nécessaire à l'épanouissement humain. C'est indispensable. On est obligé, si on veut guérir, on est obligé de recevoir quelque chose de positif autour de soi. On est obligé d'avoir un accompagnement positif. C'est pour ça que les soignants, les soignantes, en général, vous aident à guérir par leur sourire, par leur belle intention, par leur attitude. Et ça compte énormément. Ça compte énormément. Énormément. Et c'est très important. Je le dis souvent et je me répète, mais c'est bien de se le redire. Et moi, ce que je crains dans la société mécanisée dans laquelle volontairement les hommes consentent, parce que la personne que j'ai vue hier, qui avait sa maison où tout est il y a la domotique, c'est-à-dire il y a tous les automatismes, la machine qui répond, enfin tout ça, c'est des gens qui ont 70 ans. Et ils ne se rendent pas compte, ils ont les caméras et tout, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes en train de construire leur future prison, puisqu'ils sont contrôlés d'une certaine manière. Bah oui, en fait, vous avez l'homme, c'est comme quoi l'homme, je vous l'ai dit, il aime ses bourreaux, parce qu'il construit sa propre prison, c'est-à-dire à force de mettre des caméras partout, des micros partout, ce qu'on fait nous, avec notre téléphone portable, tout ça, on finit par donner des instruments, éventuellement, à un futur régime dictatorial qui lui aura tous les éléments pour nous contrôler nos pensées, parce que demain, la marche d'après, c'est qu'on va pénétrer. Déjà en Angleterre, on a sanctionné des gens qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux à partir des migrants et on les a condamnés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va, avec l'intelligence artificielle, on aura la possibilité de contrôler tout ce que vous direz dans votre intimité, puisqu'il y aura des machines pour vous voir et pour vous entendre. Et ce contrôle ira très loin, puisque l'intelligence artificielle, avec sa puissance démultipliée, aura la possibilité de pénétrer votre intimité et de vous sanctionner, le cas échéant, si vous pensez mal, si vous dites des choses, par exemple, si vous avez des propos racistes, dits racistes, eh bien vous aurez immédiatement, il y aura un contrôle, vous aurez peut-être vous aurez peut-être plus la possibilité de voyager, parce qu'il y aura une monnaie numérique qui sera associée à votre comportement social, et là, on vous bridera financièrement. C'est-à-dire que même si vous disposez d'un capital, vous ne pourrez plus l'utiliser à votre loisir, puisque l'intelligence artificielle aura détecté dans votre intimité un comportement inadéquat pour le bien-être de la communauté. On voit très bien ça dans certains films de science-fiction. Et là, ça peut être un scénario tout à fait envisageable pour les années à venir. Et donc, on pourra dire que ces gens qui seront dans cette nouvelle prison numérique pourront dire, nos grands-parents, ils ont embrassé cette technologie avec une naïveté déconcertante. Ils ont embrassé ceux qui allaient être leurs bourreaux. Donc oui, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi vraiment être très inquiet. D'autant plus que le formatage, il est vraiment en route. Le formatage des esprits, le formatage des opinions,
le formatage des mentalités. Il est très très... On voit la manière dont les gens réagissent. Que hier, par exemple, hier, je parlais de cet intérieur que j'ai, chez qui je suis allé, où je parlais de ce côté, de ce côté vide et non inspiré des intérieurs que j'avais visités. Et je disais, c'est pas propre, c'est aseptisé. Il n'y avait pas d'âme dedans. Et j'ai un monsieur suisse qui a fait tout un commentaire très long, auquel j'ai répondu d'ailleurs, qui n'a pas compris mon propos. Lui, il a dit, mais les gens, vous critiquez des gens qui ont bien nettoyé leur maison pour justement vous présenter un bien propre, et c'est un signe de respect, etc. Et vous aimez les Français, vous préférez le chaos ou le sale? Non, évidemment que non. C'était pas l'objet de mon propos. Il est évident que chez moi, j'essaie quand même d'avoir un intérieur propre et que j'aime bien avoir des sanitaires propres. Et il y a propre, si vous voulez, et aseptisé. Aseptisé, c'est une pathologie. C'est-à-dire que quand vous passez... là aussi, c'est une question d'équilibre. Mais le fait qu'il n'ait pas compris mon propos prouve que lui-même, il a une pathologie, ce monsieur-là, parce qu'il l'a pris pour lui, ce que je disais, et il a mal compris. Et ça prouve qu'il n'a pas intégré, il n'a pas perçu l'idée que je voulais faire passer, qu'il ne s'agissait pas de critiquer ces gens, il s'agissait simplement d'observer et d'en tirer des conséquences et d'en tirer une analyse sur la société actuelle dans laquelle nous sommes et comment cette génération a été embrigadée d'une certaine manière dans un processus qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça fait des gens vides et sans âme, et ça se voit quand on communique, quand on parle, on voit qu'ils n'ont pas de... Il n'y a pas de résonance. Et quand je dis ça, si vous voulez, c'est pas un jugement. Oui, c'est une forme de jugement, mais je ne les condamne pas pour ça, puisque je sais qu'en tous les cas, ils sont, malgré eux, ils ont été pris dans la matrice. Et ce monsieur suisse, il n'a pas compris. Il a fait la confusion, il a cru que je les critiquais parce qu'ils étaient propres, ce qui est idiot. Évidemment que c'est pas leur propreté que je... Au contraire, j'aime pas les gens qui sont sales. Moi aussi, j'aime pas les intérieurs forcément sales. Il s'agit pas de ça, mais il s'agit de trouver un équilibre entre un intérieur propre, bien tenu, mais malgré tout avec une vie, avec une âme, et un intérieur aseptisé, où vous avez des meubles Ikea ou des meubles rectilignes, sans âme, et que le tout constitue un univers triste et sans âme, fade. Et ça, beaucoup me comprennent quand je dis ça dans les commentaires. Mais ce Suisse n'a pas compris. Mais pourquoi il n'a pas compris? Parce que le pays lui-même est un peu prisonnier de ça, culturellement aussi. On peut se critiquer en tant que Français, et Dieu sait si nous on en rajoute des louches sur notre autocritique. Mais moi qui suis allé en Suisse, j'ai vu que les Suisses, par exemple, ils ont une forme d'obsession par rapport à la propreté qui nous paraît, nous, excessive. Mais c'est très agréable quand c'est propre, mais poussé à l'extrême, ça devient une pathologie. Il y a des pathologies parfois collectives. Et notamment, en Suisse, je me souviens, il y a des comportements que nous, on est habitués à prendre, que chez eux, qui sont inacceptables. Par exemple, je ne m'étais pas arrêté à un passage piéton, ben la personne, parce qu'on ne fait pas forcément attention, on est habitué à circuler comme ça, ben la personne a hurlé après moi. Elle a hurlé après moi. Elle était d'une agressivité terrible parce que j'avais pas stoppé devant, je crois, un passage piéton, je n'avais pas laissé le passage, mais c'était involontaire de ma part. De toute façon, on était pris je me souviens, dans un bouchon. Mais quand j'ai vu la réaction, la violence avec laquelle la personne, je me suis dit, mais c'est des fachos, là pour le coup, parce que c'était complètement disproportionné sa réaction par rapport à la soi-disant faute que j'avais fait. Vous voyez, là je me suis dit, bah oui, il y a quelque chose de psychorigide dans cette population. Une autre fois, j'avais déposé un ami à une gare suisse, c'était, je ne sais plus si c'était à Genève, non, c'était à Fribourg. Et j'avais déposé devant la gare. Je m'étais même pas arrêté, j'avais stoppé et je l'avais déposé pour qu'il descende
vers son train et je repartais. Vous voyez, c'était même pas une dépose minute, c'était juste, je me suis arrêté, c'était interdit, il fallait pas faire, simplement se stopper. Eh bien, j'ai eu une amende. J'ai eu affaire à un type qui ne comprenait rien. J'ai eu affaire à un type vraiment borné. Et on dit que nos flics sont bornés, mais je vous assure que c'est rien. Ils sont pas forcés. Je veux dire que là, non, là j'ai eu affaire, mais vraiment, là aussi, à une caricature. Le gars, il était très puissant avec son autorité de policier. Il est venu vers moi, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, j'ai pas vu qu'on ne pouvait pas s'arrêter là pour déposer quelqu'un. Et je suis français, donc je ne suis pas censé connaître vos règles, évidemment. Et le gars ne voulait rien entendre, il m'a mis une prune. Bon, après, je me suis dit, il n'y a rien à en tirer, c'est pas la peine, c'est pas un pays fait pour moi. Parce que je ne peux pas vivre comme ça. Autant je suis contre le laxisme en France, qui là a pris des proportions énormes, autant dans une société psychorigide, où vous avez des gens qui sont mais vraiment à cheval sur ce qui me semble être parfois des détails. En tous les cas, c'est comme ça que nous, on voit les choses. Vous ne pouvez pas vivre, vous êtes comme dans un corset. Vous êtes comme dans un corset, c'est pas possible. On a besoin d'une certaine... Là aussi, c'est une question d'équilibre. Et pour finir mon propos, les Suisses, je lui dis, mais les Suisses ont voté pour le pass sanitaire. Il y a eu une votation et pour demander aux gens, ils étaient friands. Et il y a eu des comportements terribles en Suisse quand il y a eu la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'ils étaient les premiers à dénoncer, alors encore plus que chez nous, à dénoncer ceux qui n'avaient pas le masque, et ils étaient pour toutes les mesures restrictives de liberté. Donc attention aussi au revers de la médaille de ces pays que l'on cite parfois comme exemple, mais qui sont dans leur mentalité formatés d'une manière où ils ont eux aussi des déviances qui sont d'ordre pathologique. Et donc ce monsieur suisse, il n'a pas compris mon propos. Et ça, c'est parce qu'il appartient justement à un peuple qui, d'une certaine manière, est formaté. Et c'est normal. Et c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Puisque moi, je parle de qualité d'âme. Je parle, quand vous rentrez dans une maison, il y a une âme ou il n'y a pas d'âme. Et ça, tout le monde comprend quand on dit ça chez nous. Tout le monde comprend. On rentre dans une maison, on dit tiens, il y a une âme, ou c'est un musée, ou c'est une maison témoin, ou c'est un endroit où on ressent rien. C'est banal de dire ça, je dirais, même pour nous. En tous les cas, entre nous, ceux de ma communauté, ceux qui sont mes abonnés, ce message passe évidemment facilement. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. Mais voyez, auprès de ce monsieur suisse, il a pris pour une insulte. Alors, c'est pas une insulte. Le fait qu'il y ait une âme ou pas, eh bien ça prouve que vous allez avoir même des peuples qui vont être beaucoup plus faciles à être... Vous avez des peuples ou des collectifs qui vont être beaucoup plus faciles à être disciplinés et à être intégrés dans un processus de transhumanisme parce qu'ils sont déjà prêts d'une certaine manière. Et c'est pour ça que nous, Français, on a beaucoup de défauts, mais au moins on a ce côté rétif à ça. Et notre côté critique, c'est vrai que notre côté critique peut déplaire, mais il fait partie quand même d'une des qualités qu'on a pour pas nous laisser enfermer dans un truc dont on voit le processus dangereux. C'est-à-dire qu'on arrive à faire une projection dans l'avenir. Les Français normalement ont ce côté critique qui parfois est vraiment pénible. Ça, je peux le reconnaître que ça peut être agaçant, mais en même temps, ça peut être bienfaisant. Ça peut avoir des avantages d'avoir une population critique. Ça évite qu'on l'enferme dans un truc. Ça évite qu'on la sclérose dans un truc. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens chez nous qui n'ont pas l'esprit critique et qui sont déjà formatés, mais il y a quand même un résiduel de population qui résiste malgré tout, qui ne veut pas rentrer dans le truc, et qui, justement, se soucie de ce que sera cette société transhumanisme sans âme. Et c'est déjà bon signe. Pour ça qu'on a raison d'être vigilant par rapport à tout ça. Vous voyez, par exemple, l'intelligence artificielle, je l'ai utilisée pour refaire des musiques et des chansons. Ah, formidable, outil formidable, parce que vous arrivez à créer des musiques assez facilement, tout ça. Bon, évidemment, ce n'est pas l'équivalent d'un compositeur, d'un humain au niveau de la qualité, mais on se dit c'est un outil.
Oui, mais on met le doigt dans un engrenage, je le reconnais moi-même. Mais je me dis, oui, on met tous le doigt dans l'engrenage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas l'utiliser ou essayer de maîtriser cet outil et d'essayer de voir est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de bon? Parce qu'il est inéluctable qu'on y va. Bah, la question mérite d'être posée. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Je me dis que personnellement, je fais partie des gens qui sont inquiets. Tout en utilisant l'intelligence artificielle pour justement faire mes chansons et mes musiques, je me dis, oui, mais attention, l'engrenage, je suis conscient. Et je suis conscient que derrière, il y a tout ce que je vous ai dit, à propos donc du péril peut-être d'y perdre toute notre âme là-dedans. Donc, vous voyez, je suis très sceptique. Mais vous allez me dire, vous êtes contradictoire. Ben oui, bien sûr qu'on est contradictoire, mais on ne peut pas faire autrement d'être contradictoire. C'est-à-dire la cohérence, c'est d'une certaine manière de s'adapter quand même. On s'adapte au monde dans lequel on est, c'est-à-dire on utilise nos téléphones, on fait des vidéos et on parle de certaines choses dans lesquelles on voit les limites de l'écran, on utilise quand même la vidéo, on utilise les écrans, bien qu'on voit quand même les effets néfastes de tout ça. Mais on est dans les deux. On est dedans sans être dedans, si vous voulez. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil, on l'apprend, on l'utilise, parce que ça fait partie des outils qui vont être à notre portée et qui facilitent certains messages qu'on veut faire passer. Mais en même temps, on voit bien que derrière, il y a un risque énorme. Et donc là, c'est là qu'il faut il faut savoir comment on se situe, comment on joue sur les deux tableaux. J'ai pas de réponse. Mais c'est une forme de compromis, c'est une forme c'est comme dans cette réalité, dans ce monde. On y est, tout en sachant que, oui, t'as eu à manger déjà. T'as eu à manger déjà. Mais t'as eu déjà à manger. Hein? Réclame encore. Donc, du coup, oui, ces questions-là méritent d'être débattues de toute façon. Mais on ne peut pas s'enfermer dans une grotte et refuser toutes ces avancées technologiques en se disant moi je refuse. Parce qu'en fait, malgré vous, vous êtes obligé d'y aller. Je vois qu'avec Internet, on est obligé. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vivre sans Internet. Et pourtant, je voyais bien les contreparties négatives que cela allait nous amener. Mais en même temps, on est pris nous-mêmes dans une matrice qui nous entraîne dans un processus de déshumanisation. Et c'est comme si on ne pouvait pas la freiner. Alors, est-ce qu'on peut concilier les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rester humain et tout en intégrant la technologie? Ou est-ce que c'est vraiment incompatible? Voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que pour rester humain, on doit quitter la technologie, c'est-à-dire régresser d'une certaine manière? Ou alors, on doit l'accepter et d'une certaine manière la transformer? C'est la question que je me pose, hein. Je me la pose très sincèrement et je vais dire que je n'ai pas de réponse. Et si ça fait partie des discussions que je pourrais avoir avec des gens avec lesquels je serais amené à discuter, en écoutant des arguments auxquels je n'ai pas forcément pensé. C'est là que la conversation et le dialogue est intéressant. C'est quand on se pose ce genre de questions par rapport au transhumanisme, par rapport à la technologie, par l'intelligence artificielle. On se dit, ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte ou pas? Est-ce qu'on accepte ou pas? Si on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? On se marginalise? On retourne où? À l'âge de pierre? Il faut être cohérent aussi si on prend une position. Mais il ne faut pas dire je suis contre l'intelligence artificielle, je suis pour qu'on se retire et utiliser son téléphone portable. Parce que là, vous êtes en incohérence totale. Ça veut dire que vous êtes déjà dans les mains de l'intelligence artificielle à partir du moment où vous avez un téléphone portable. C'est déjà de l'intelligence artificielle, le téléphone portable. Dans tous les cas, les téléphones d'aujourd'hui. Donc, soit vous ne pouvez pas dire je suis contre les écrans et regarder ma vidéo. Ça n'a pas de sens. Parce que vous êtes sur un écran. Donc vous voyez, on est tous pris dans ce type de contradiction. Mais c'est intéressant d'approfondir la question, parce que c'est les enjeux qui nous attendent dans ce futur, je dirais, dans cet avenir. C'est là où les jeunes vont aller, et c'est là où justement il va y avoir des
des gaps importants et des fossés importants entre ceux qui vont décrocher et ceux qui vont rester dans le mouvement. C'est là qu'on va avoir oui, il va y avoir vraiment des tranchées, je veux dire des tranchées, des fossés, je cherche le mot, vous voyez, des fois je ne trouve pas. En tous les cas, il va y avoir des antagonismes entre ceux qui vont être toujours dans le mouvement, qui vont toujours être performants, et ceux qui vont décrocher. Et ceux qui vont décrocher, ils vont être marginalisés, mais et on les mettra dans des zoos, et ce sera des primates, quoi. C'est ce qui va arriver, hein. C'est ce qui va arriver, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, là j'arrive chez moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.